Donc, il y a des critères. Le critère principal, c'est la charge virale en dessous de 50. Et puis, voilà, pas de prophylaxie néonatale chez ces enfants. Donc, voilà la définition en fait, du scénario optimal. Et l'équipe d'experts qui a évalué les recommandations publiées fin 2018 avait fait une revue étendue de la littérature et trouvé aucun cas de transmission mère-enfant dans cette configuration-là, qui est une charge virale indétectable dans l'idéal tout au long de la grossesse, mais au moins lors des 2 dernières analyses qui précèdent l'accouchement, avec un intervalle minimum de 4 semaines et dernière analyse après la 36e semaine de grossesse, suivi régulier qui garantit la suppression de la charge virale pendant l'allaitement, les soignants avec une approche ouverte en matière d'allaitement et puis une acceptation de la décision de la maman après une réunion multidisciplinaire tripartite. Et c'est probablement cet élément-là qui est le plus important. Et ici, à Lausanne, on le fait de manière quasi systématique, souvent dans le deuxième trimestre de la grossesse, où on réunit les infectiologues pédiatres, infectiologues adultes, gynécologues et sages-femmes, où on présente les risques et les bénéfices de l'allaitement. Et puis, on a des règles d'interruption pour une charge virale qui est supérieure à 50 copies par millilitre et en cas de mastite. Un petit historique, donc en Suisse, peut-être vous êtes au courant de ce U égale U, indétectable égale intransmissible. Et c'était déjà à ce moment-là, enfin, l'évidence de la non-observation, et les données qui ont soutenu cette affirmation-là sont arrivées après cette affirmation qui a été faite par quelques experts du VIH en Suisse en 2008. Et pour vous mettre dans le contexte, c'était lié en fait à une criminalisation du VIH. À l'époque, il y avait eu des patients qui étaient traités indétectables, qui avaient eu des rapports sexuels avec des partenaires auxquels ils n'avaient pas annoncé leur statut VIH. Et ils avaient été traînés en justice. Et je pense que sur 2 situations, il y a eu, je crois, un suicide. Donc, c'est à partir de là que les experts suisses ont fait cette affirmation-là pour justement une décriminalisation du VIH. Et puis, c'est ces mêmes experts, en fait, qui ont poussé justement aux avancées qu'il y a eu en Suisse par rapport à la prophylaxie néonatale et à l'accompagnement de l'allaitement. Donc, Émilie a parlé de l'étude de Promise. Donc là, je n'ai pas remis à jour ces slides, mais c'est vrai que si on prend les dernières données, on pourrait être même dans une estimation du risque qui est plus faible. C'est probablement la meilleure estimation qu'on puisse avoir pour le risque de transmission, que serait d'une infection pour 219 allaitements d'une année, en sachant dans l'étude Promise, on est dans des cas de figure et des scénarios qui sont pas les mêmes que les scénarios dans lesquels on autorise l'allaitement en Suisse. Donc, il y a quand même ce risque de transmission qui est pas seulement à partir de virions libres, mais également de virus intégrés dans les cellules par rapport à l'activation aussi dans le lait maternel. Donc, clairement, ce qu'on annonce aux mamans, c'est que le risque de transmission, même avec un traitement bien conduit, même avec une virémie indétectable pendant tout l'allaitement, c'est pas un risque de 0. Donc, en noir, c'est le suivi qu'on avait en place avant les nouvelles recommandations. Et en rouge, vous avez le suivi qu'on fait en Suisse. Donc, l'élément très, très important, c'est cette consultation multidisciplinaire qu'on a en prénatal. On fait une PCR sur le sang du cordon à la naissance pour vraiment pouvoir distinguer entre la transmission qui serait une transmission prénatale et la transmission qu'on pourrait avoir avec l'allaitement. On a, comme on le faisait avant, un contrôle à 1 mois où on fait une PCR chez le bébé. On a une deuxième PCR à 5 mois. Les PCR de 1 mois et de 5 mois permettent d'exclure la transmission prénatale et périnatale. Et on a une consultation, en fait, les consultations de 2 mois et 3 mois sont surtout là pour s'assurer, en fait, de l'adhérence thérapeutique et que tout se passe bien. Il y a des PCR qui sont faites chez la maman, en fait, à 1 mois, à 3 mois. Et puis, on fait également une PCR à 5 mois. Ensuite, on fait une PCR tous les 3 mois pendant toute la durée de l'allaitement. Et chez le nourrisson, on fait une dernière PCR 3 mois après la fin de l'allaitement pour confirmer l'absence de transmission par l'allaitement. Le principe derrière tout ça, c'est l'équipoise. On verra ce qu'on a, la nature de la discussion qu'on a en prénatal, mais c'est vraiment de comparer les bénéfices de l'allaitement par rapport au risque dans un scénario optimal
où on pense qu'on est au minimum dans un équilibre de risque avec un bénéfice important de l'allaitement. Et puis, je pensais l'avoir mis ici, mais je vous l'ai dit tout à l'heure, en fait, les règles d'arrêt de l'allaitement avec les mastites et puis une charge virale au-dessus de 50. Dans la consultation multidisciplinaire, on présente les risques. Clairement, le risque, c'est le risque de transmission du virus il est clairement, on ne peut pas annoncer que c'est un risque de zéro, donc on le transmet à la maman. L'enjeu, c'est vraiment l'adhérence thérapeutique, mais les mamans à qui on autorise l'allaitement sont dans ce cas de figure d'une adhérence qui est dans tous les cas une adhérence élevée avec un virus qui était déjà indétectable de longue date avant la grossesse, les règles d'interruption de la mastite, où on demande aux mamans de prendre contact avec les soignants, surtout les sages-femmes, dans ces cas de figure. Et puis, on rappelle l'absence d'aliments solides pendant les 4 premiers mois, mais ça fait partie des recommandations générales, pas seulement dans ce cas de figure-là. L'exposition aux antirétroviraux, on ne fait pas de contrôle de particuliers sanguins chez les enfants par rapport à un risque d'exposition qui est minime par rapport aux doses thérapeutiques qu'on devrait administrer aux enfants, mais on explique aux mamans qu'on reste encore sur un terrain inconnu par rapport aux risques qu'on peut avoir pour l'enfant. Et puis on rappelle bien sûr les bénéfices de l'allaitement. Alors là, il y a les bénéfices pour les enfants. Il y a évidemment également des bénéfices chez la maman avec un risque de diminution du cancer du sein, par exemple, le lien mère-enfant également, mais beaucoup de bénéfices pour l'enfant avec une diminution de la mort subite du nourrisson, la mortalité infantile, des infections respiratoires, des hospitalisations, etc. Ces risques-là sont prouvés. Il y a même des données, une grosse étude américaine qui montre qu'on a une diminution de 26% du risque de mortalité entre le 7e jour et puis le 365e jour de vie. Donc, probablement que ce qui est peu discuté, c'est ces bénéfices importants et la conclusion des experts, c'est qu'en fait, quand on met voilà, sur la table ces bénéfices-là, par rapport à un risque de plus en plus faible de transmission, on n'a pas l'autorisation d'interdire formellement l'allaitement avec les données qu'on connaît actuellement. Donc, en Suisse, je vous présente les données ici à Lausanne. On a des données suisses qu'on a publiées, mais dans lesquelles on avait une quarantaine de mères qui allaitaient. Là, actuellement, à Lausanne, on a suivi de 64 mères. Dans les données suisses, on avait à Lausanne la moitié des mamans en fait, qui étaient dans cette étude sont suivies à Lausanne. Il y a beaucoup de différences en Suisse, hein. Donc, l'avantage qu'on a par rapport à la France, c'est on a des recommandations qui très clairement nous autorisent à autoriser les mamans à allaiter. Donc, ça nous met dans une situation qui est complètement différente de l'embarras qu'on peut avoir si on est en Suisse dans ce cas de figure. Donc là, on a vraiment tout à fait l'autorisation de le faire. Et à Lausanne, on a une équipe d'infectiologues adultes qui, dès le départ, a été très, très motivée et très, très engagée auprès des mamans pour parfois même pousser un peu à l'allaitement. Donc, il y a certaines situations un peu plus fragiles qu'on a dû réfréner un tout petit peu. Et ils ont même poussé à ce qu'on commence à autoriser l'allaitement avant que les recommandations officielles soient sorties. Donc, on a une situation très particulière à Lausanne, ce qui fait qu'on a un taux d'allaitement qui est beaucoup plus important que tout ce qu'on peut avoir dans les autres centres en Suisse. Donc, depuis février 2018, on a suivi 64 mères allaitantes et leurs bébés. Et là, les statistiques que vous avez sont des statistiques à partir de janvier 2023, où là, on a appliqué de manière systématique les recommandations qui ont été publiées en décembre 2018. Donc, on a 90 accouchements depuis janvier 2020. Non, alors là, il y a une erreur. C'est les applications dès janvier 2019. Donc, depuis janvier 2019, on a 90 accouchements ici à Lausanne. Il y a 6 allaitements qu'on a interdits pour des questions essentiellement soit des problèmes un peu sociaux ou des problèmes de virus détectables. 84 allaitements qui ont été discutés. Et on a eu 34 refus d'allaitement et 50 allaitements. Donc, on a 60% des mamans qui, à la suite de la discussion, ont pris la décision d'allaiter et qu'on a soutenu dans cette décision-là.
Actuellement, sur les 64 de départ, on a 58 allaitements qui ont été terminés. Il y a 6 allaitements qui sont en cours. On a une durée d'allaitement avec une médiane de 5 mois, une moyenne de 6,7 mois. 2 allaitements ont été stoppés pour une virémie inférieure à 100. On a 0,4 transmission, 50 PCR qui ont été négatives. Il y a 6 sérologies qui ont été faites également à plus de 3 mois après la fin de l'allaitement. Puis on a actuellement 2 PCR en attente. Donc, on est dans une expérience voilà, très favorable actuellement. Moi, je redoute le jour où on aura malheureusement une transmission parce que c'est vrai que ce risque-là, il est quand même bien réel. Je me suis amusé à prendre cette estimation du risque une infection pour 219 allaitements d'une année et je l'ai appliqué à Lausanne et vous verrez un petit peu ce qu'on peut estimer dans l'expérience qu'on a ici ensuite. Mais je rappelle juste que, voilà, par rapport à l'étude PROMISE, de cette inclusion à 26 semaines, 95% à l'accouchement 2%, 59% des mamans étaient virémiques à la naissance et une proportion significative avait une virémie au-delà de 1000. Donc, c'est pas du tout le même scénario qu'on a. Puis parmi les 8 enfants, en fait, des mamans qui allaitaient, qui ont été infectés, il y a uniquement deux enfants pour lesquels on avait des situations de mère qui étaient avirémiques au moment de la transmission. Et parmi ces deux situations, il y a une situation pour laquelle on ne peut pas du tout extraire une transmission périnatale. Donc, on se retrouve au lieu des 8 à 1, mais c'est, disons, les meilleures données pour nous permettre d'estimer puis de comparer ce risque de transmission. Quand on regarde les intervalles de confiance par rapport au risque d'une infection pour 219 allaitements et qu'on les applique à des durées d'allaitement moyennes de 6,7 mois, on pourrait attendre jusqu'à 77 ans pour pour prouver qu'on est dans un risque de transmission qui est inférieur à ce qu'on a dans l'étude promesse. Donc, je pense que les données que vous pouvez générer à partir de la France sont très, très importantes parce que les chiffres en Suisse sont petits et on a besoin de ces données pour pouvoir étendre les connaissances et puis estimer un risque qui est plus proche de la réalité. Après, la particularité en Suisse, c'est qu'on ne traite pas du tout les enfants. Et voilà, de ce que j'avais cru comprendre par rapport aux applications des recommandations en Suisse, en France, il y aura probablement en fait un traitement des bébés qui seront allaités. Donc, peut-être les éléments de précaution, c'est la capacité, la régularité du suivi maternel. On a eu une perte au suivi, c'était une maman qui était partie en France, qui est revenue, qui avait allaité uniquement 3 semaines. On avait une PCR négative à 1 mois. Elle est partie en France. Quand elle est revenue, l'enfant avait à peu près 2 ans. On a pu faire une sérologie qui était négative. Donc, avec le retour de cette maman, on a 0 perte au suivi. Donc, on a des chiffres d'adhérence au suivi qui est plus élevé que ce qu'on peut attendre. Il y a eu des données, une étude en Suisse qui a montré qu'on avait une perte du suivi médical après l'accouchement qui est souvent une période à risque. Mais là, on a eu la capacité de suivre toutes les mamans. Il y a parfois des retards et des bilans qui auraient dû être faits, des PCR qui auraient dû être faits, qui n'ont pas été faits. Donc, c'est quand même un enjeu assez important de faire en sorte que le suivi, qui est quand même relativement lourd et qui, dans d'autres pays, est souvent encore plus lourd que ce qu'on applique en Suisse. Donc, ça, c'est un enjeu. Et puis, il y a toujours ce risque de rebond virémique, même dans les situations de scénario optimal. Donc, ça reste quand même je pense, des situations avec un certain risque, mais encore une fois, qui ne justifie pas à l'heure actuelle d'interdire l'allaitement. Peut-être une dernière remarque, quand j'arrive à la fin de la présentation, c'est que les Américains et les Anglais ont aussi cette ouverture maintenant d'accompagnement. Les Américains n'ont pas réussi à s'entendre sur l'application de règles de traitement chez les nourrissons. Donc, ils ont laissé en fait la porte ouverte aux soignants de décider ou non de traiter les enfants. Et sur la base de l'étude de PROMISE, les Anglais ont considéré que le traitement, le fait d'avoir un traitement chez la maman et de l'enfant était vraiment excessif et que pour les mamans qui avaient un traitement efficace, il n'y avait pas d'indication de traiter les enfants. Donc voilà, je vous remercie pour votre attention, puis je serais très content de pouvoir répondre à vos questions si vous en avez. Merci beaucoup. Il y en a une.
que je vais lire. Donc, lors des décisions d'autoriser l'allaitement en Suisse, y a-t-il eu des résistances de certaines professions, pédiatres, sages-femmes, infectios, gynéco ou autres? Et si oui, comment les avez-vous surmontées ou prises en compte? Des résistances, il y en a. À Lausanne, je dois dire on a dû faire beaucoup d'efforts, en fait, d'explications auprès des néonatologues, surtout pour comprendre Parce que, en fait, dans la manière de réfléchir, habituellement, on a des évidences, et puis, en fait, on applique les évidences, et puis là, on est allé un petit peu à l'encontre de ce qui est fait habituellement, surtout par rapport à la prophylaxie néonatale. Parce qu'il y a aucune donnée de la littérature qui permette de dire qui permet de nous autoriser à ne pas prescrire d'antirétroviral aux enfants, mais il n'y en aura probablement pas parce que le risque est tellement faible qu'il faudrait des chiffres de taille de population très importants. Donc, on a dû faire beaucoup d'efforts en fait pour expliquer ces recommandations. À Lausanne, je dois dire que dans l'équipe entre les infectiologues adultes, les sages-femmes et nous, il n'y a pas eu de résistance particulière. Il n'y a pas de soucis qui m'ont été rapportés actuellement. Alors au départ, je pense les débuts, les premiers accouchements étaient probablement un tout petit peu délicats dans la manière dont les équipes des maternités appréhendaient, mais maintenant, en fait, c'est vraiment acquis pour tout le monde, donc il n'y a pas de souci particulier. Par contre, dans d'autres centres à travers la Suisse, voilà, ce soit chez nos collègues genevois ou en Suisse allemande, là, il y a énormément de réticence. Alors, dans certains centres, c'est plutôt du côté des gynécologues, des sages-femmes, et dans d'autres centres, c'est les infectiologues qui sont vraiment très frileux, mais j'ai pas d'expérience directe avec ces différentes équipes pour vous donner un retour. Je sais que quand il y a des réticences, en fait, se ressent dans les chiffres d'allaitement qui sont parfois très bas, proches de zéro, même 4 5 ans après l'application des recommandations. Une autre question, comment faites-vous en cas de mastite? Quand continuer l'allaitement et quand arrêter? Ouais. Alors, je pense que j'ai de la peine à vous répondre parce que j'ai souvent pas été impliqué directement. On a eu très peu de situations où on a dû arrêter, en tout cas que j'ai connaissance. Alors souvent, quand c'est un seul sein qui est touché, on n'interdit pas l'allaitement sur l'autre sein. Donc la plupart des situations, je pense, c'est ce qui s'est passé, c'est qu'on mettait en pause l'allaitement d'un côté et de l'autre. Et si les deux seins étaient touchés, souvent, ben, on met de l'allaitement artificiel pendant cette période-là et on demande aux mamans de continuer à tirer le lait. On reprend l'allaitement une fois que le problème est réglé. C'est la même chose en cas de crevasse? C'est la même chose, ouais. OK. Émilie? Oui, merci Pierre-Alex. Une petite question, parce que ça me concerne directement. Vous êtes très strict sur la charge virale. Si elle passe au-dessus enfin, dès qu'elle devient détectable, même inférieure à 100 copies, c'est arrêt de l'allaitement. Sachant que l'enfant n'est pas traité, donc c'est aussi un paramètre, je pense, que vous prenez en compte. Vous avez eu des cas, du coup, où pour un blip, du coup, vous avez dit stop, et du coup, l'allaitement était arrêté, ou ça a été repris après? Ouais, alors moi j'ai deux situations que j'ai en tête où on a arrêté. C'était vraiment au début de l'allaitement, puis je crois qu'il y a eu une situation où on a été excessif, où la charge virale était en dessous de 50. L'autre, je pense que c'était aux alentours de 100. Dans les données qu'on a publiées à l'échelle nationale, il y a eu deux situations où, en fait, ils auraient dû arrêter. Je crois qu'il y a une situation où ils ont arrêté, où ils ont repris après, où c'était un blip, où la charge virale était négative. Après, une situation qu'ils n'ont pas arrêté avec une charge virale qui était entre 100 et 200. Dernièrement, on a eu une situation qui était gérée par l'infectiologue adulte qui aurait dû stopper l'allaitement et puis en fait qu'il n'a pas fait, mais la patiente a eu très peur et a décidé elle-même d'arrêter l'allaitement. Mais oui, pratiquement en fait, dans le contexte dans lequel on est vraiment strict sur les 50 copies. Alors, une question concernant encore le problème pour l'allaitement pendant une mastite.
L'infection donne un risque de contamination pour le bébé. Pour une femme qui serait séronégative, on invite à bien continuer l'allaitement, enfin, continuer d'allaiter sur ce sein pour le drainer, il semblerait. Donc, du coup, voilà. Est-ce que, quelle est la raison du problème pour l'allaitement pendant une mastite? Ouais, le fait d'avoir une mastite, ça veut dire qu'il y a plus d'inflammation, il y a peut-être plus d'activation immune, donc il y a un risque théorique. Et pour moi, je pense que c'est un risque théorique plus que avéré de transmission. Donc, je pense que ce qu'il faut se dire, c'est que entre l'interdiction totale d'allaitement, l'autorisation d'allaitement, et puis l'évolution qu'on va avoir les prochaines années, on est quand même dans une prudence, je pense, qui est justifiée. Nous, quand moi ou des collègues avons pu discuter en fait des recommandations en Suisse à l'étranger, je pense d'ailleurs à des formations qu'on a reçues des Anglais. J'ai une collègue qui était dans une formation sur le VIH pédiatrique et qui discutait avec des experts anglais. Les Anglais la regardaient en fait comme un peu une extraterrestre parce qu'on est allé vraiment très, 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 très loin. Donc, les éléments de prudence qu'on a par rapport au mastite, par rapport aux crevasses, je pense qu'elles sont tout à fait raisonnables dans la configuration dans laquelle on se trouve en Suisse. Merci. D'autres questions? Je regarde dans le chat. Une personne qui parle de la charge virale enfin, pendant le suivi pour l'enfant pendant l'allaitement. Je crois que vous l'aviez présenté lors d'une slide. Est-ce que la charge virale est mensuelle comme pour la mère? Donc, si j'ai pas bien compris, si Dans le cadre du le... faites-vous chez les enfants enfin, quel Ouais. suivi vous faites pendant l'allaitement chez les enfants? Est-ce qu'une Alors, charge virale est non, mensuelle comme voilà. non, on fait pas de on fait pas de charge virale mensuelle. Par contre, alors, non, on fait pas de charge virale mensuelle. On suit les enfants mensuellement jusqu'à 3 mois. Après, on a un contrôle à 5 mois. Puis après, on espace les contrôles aux 3 mois. Ça, c'est la manière dont on fait à Lausanne, discuter avec des collègues dans d'autres cantons qui ont des suivis qui sont beaucoup plus très, qui a une certaine souplesse en fait dans l'application des recommandations en Suisse. Je pense que la règle principale qu'on applique, c'est vraiment la sélection et puis des mamans à qui on autorise l'allaitement. Et passer les premiers mois, on considère que, la probabilité diminue en fait d'une problématique puisqu'on a passé peut-être la période la plus critique. C'est tout à fait discutable. Et je pense des contrôles plus rapprochés pourraient tout à fait se justifier en sachant que plus on met de contraintes, plus on risque en fait d'avoir des difficultés à appliquer, puis peut-être qu'il y ait une fatigue en fait de chaque côté pour appliquer les recommandations. Donc non, à partir de 5 mois, en fait, on espace les contrôles aux 3 mois. Ok. Thaïs, tu voulais ajouter quelque chose? Oui, j'ai vu qu'il y avait d'autres questions aussi dans le chat. Sinon, moi, j'ai une question sur l'organisation du soin en Suisse, parce que c'est un des freins qui peut être rencontré en France sur la prise en charge de ces prises de sang, est-ce que les femmes doivent débourser pour les PCR ou est-ce que c'est pris en charge? Comment C'est ça en se passe? charge. D'accord, ok. C'est pris en charge, ouais. Génial. Il y a toujours un 10% de participation dans le système à sécurologique en Suisse, mais c'est pris en charge comme n'importe quelle autre mesure de santé. Ouais, D'accord. Et parce que les réticences des équipes médicales, elles sont sur l'idée ou sur le fait d'avoir à faire un suivi plus régulier? Non, c'est sur le risque de transmission. D'accord. Moi, alors, j'ai pas toutes les clés, mais j'ai l'impression qu'il y a eu beaucoup de débats autour de ces recommandations.
et beaucoup restent quand même avec une certaine crainte par rapport et tout à fait légitime, hein, par rapport au risque de transmission. Puis il y a une manière de présenter voilà, les bénéfices et les risques. Nous, dans mon équipe, on reste très neutre et très factuel par rapport au risque de transmission, mais vous pouvez imaginer que vous prenez plusieurs personnes différentes, la manière dont le sujet est amené va amener à des mamans à décider de manière complètement différente. Ouais. Merci. De rien. Pour reprendre les questions dans le chat, si on arrête temporairement l'allaitement lors d'une mastite, qui a un passage à l'allaitement mixte, quel risque pour le bébé de reprendre l'allaitement après? Est-ce l'équivalent à un allaitement mixte, la réaction inflammatoire? Alors, c'est vrai qu'il y a des données qui ont montré que, alors, dans l'allaitement mixte, il y a je pense qu'il y a une certaine ambiguïté par rapport aux aliments solides. Parce qu'il y a l'allaitement mixte avec du lait, voilà, lait artificiel, le lait maternel, et puis il y a le fait d'introduire des aliments, et puis de ce que j'ai pu comprendre moi de la littérature, que c'est pas très clair, des situations où c'est vraiment des aliments solides qui sont apportés de manière trop précoce. Après, une des explications, ça pourrait être que on peut avoir un impact sur la barrière digestive, avec une diminution des défenses locales et un risque un peu plus important de transmission, mais dans des situations où probablement il y a des situations avec des mamans qui sont virémiques. Il faut savoir que dans les mamans qu'on suit ici à Lausanne, il y a un pourcentage d'allaitement mixte qui est très élevé. C'est-à-dire que certaines mamans, comme n'importe quelle autre maman, n'arrivent pas forcément à maintenir un allaitement uniquement par l'allaitement maternel. Donc, dans nos recommandations, c'est vraiment l'introduction d'aliments solides trop tôt, mais ça, c'est une règle qui est applicable, pas seulement dans le contexte de l'allaitement à partir de mères qui vivent avec le VIH. Émilie? Oui, c'était juste pour compléter. J'ai vu, je crois que c'est dans la recommandation anglaise, où justement, il lève justement cette notion d'allaitement mixte et vous disent bien qu'en fait, ce qui peut être appelé allaitement mixte, c'est plutôt l'introduction trop précoce d'aliments solides et c'est surtout ça qui pose problème. Et que sans doute que de mixer du lait maternel avec du lait maternisé semblerait pas finalement poser de problème. Mais bon, je pense que dans les recommandations, on n'en sera pas encore là côté français. Alors, pour info, Cécile Moins nous informe qu'il y a un observatoire sur l'allaitement qui est porté par le professeur Mandelbrot, donc l'Actavi, qui devrait se mettre en place en juin, septembre, et toutes les infos seront sur le site internet de l'ANRS. Il s'agit donc bien d'un observatoire national du suivi de l'allaitement maternel au sein chez les mères allaitantes vivant avec le VIH en France. Voilà. Et puis un autre point très important qui a été signifié par Hélène Pollard qui est intervenue tout à l'heure, un point très important, il faut que le désir d'allaitement soit inscrit dans le dossier médical de la future maman. Ouais, c'est alors, l'avantage qu'on a, c'est que la plupart de ces mamans sont suivies ici au CHU. On fait les consultations prénatales et on fait une consultation qui est dans le dossier médical de la maman. Donc, quand le bébé naît, toutes les informations sont présentes. C'est vrai que si des situations où il y aurait une naissance avec une inconnue, surtout dans cette phase un petit peu de transition, c'est vrai que ça peut être très, très délétère par rapport à la stigmatisation que ça peut générer pour les mamans et puis pour l'enfant. Une autre question, y a-t-il moins de risques de transmission si l'allaitement est limité à 6 mois? Quand on regarde le risque historique de transmission à partir de l'allaitement, le risque, il est clairement lié à la durée de l'allaitement parce que c'est la durée de l'exposition. Donc, plus l'allaitement dure longtemps, plus le risque augmente. Alors là, c'est pas forcément dans une situation si les règles sont respectées, une adhérence thérapeutique, un virus indétectable, probablement que la prolongation de la durée d'allaitement
et pas forcément délétère. Là, je viens d'avoir une annonce d'un allaitement qui était terminé chez une de nos patients. Je crois qu'elle a allaité pendant 3 ans, la maman. Et et nous, dans les recommandations suisses, il n'y a aucune limitation de durée de l'allaitement, mais ça permet quand même d'alléger le suivi et puis de rendre le suivi quand même beaucoup plus applicable. C'est vrai que si on a des durées d'allaitement, mais là, c'est vraiment l'exception. Comme j'ai dit, la médiane d'allaitement, c'est de l'ordre de 5 mois, la moyenne autour de 6 mois et demi. Donc, même sans restriction, on a des durées qui ne sont pas aussi longues que ça, mais oui, ça peut effectivement contribuer à la diminution d'un risque si on prend le risque historique quand les mamans n'étaient pas traitées. Une autre question. À partir de quel âge peut-on introduire les aliments solides si l'allaitement dure? Ça, c'est des règles qui sont indépendantes du statut VIH. En général, c'est plutôt au minimum à partir de 4 mois, mais plutôt à partir de 6 mois. Je pense qu'il y a des sages-femmes, elles seront plus compétentes que moi pour répondre à cette question. Sarah, tu as levé la main? Oui, j'avais une question par rapport, je voulais savoir si dans votre cohorte, il y avait des élites contrôleuses et si oui, est-ce que vous les avez remises sous traitement pendant l'allaitement, pendant la grossesse? Oui. Les 2? Alors, je pense qu'à Lausanne, moi, j'ai au moins 2 situations en tête. Et oui, pendant la grossesse, oui, pendant l'allaitement. Mais je me demande s'il n'y a pas eu une maman qui a pas voulu, qui a tardé en fait à débuter le traitement pendant la grossesse. Je crois que j'ai une ou deux situations dans d'autres centres où je pense qu'il y a une maman qui a refusé de prendre le traitement. Par contre, je sais pas si finalement elle a fini par allaiter ou pas. Mais en fait, c'est probablement très discutable. Mais oui, les cas qu'on a eu ici, on a poussé à prendre le traitement. Ok. Merci. Par ma foi, c'est très intéressant. D'ailleurs, c'est aussi écrit dans le chat. Merci pour les présentations de qualité et très éclairant. Donc, et effectivement, on se réjouit des recommandations HAS, vite qu'elles arrivent, parce qu'on les attend effectivement. Y a-t-il d'autres questions, d'autres remarques, précisions, compléments? Moi, juste peut-être une remarque. Ça fait, je crois que c'est la 3e ou 4e fois que j'interviens en France. Je me réjouis peut-être de pouvoir vous faire venir en Suisse pour parler de votre expérience dans quelques mois. Voilà. Ça sera un plaisir partagé. Non, je ne vois pas d'autres questions. Ah si, Marine. C'était pas une question, donc moi je suis sage-femme à la coordination du réseau périnatal des Deux-Savoie et donc c'était juste pour prévenir le co-Erevi et notamment Sarah avec qui on a déjà collaboré, qu'on sera ravis que vous veniez nous présenter les nouvelles recommandations françaises aux professionnels de la périnatalité du réseau. Je demanderai ça à monsieur Rojo, ce sera plus simple. Parfait. Ok. Oui, Thaïs? Juste pour à vous entendre, ça donne très envie d'aller vivre dans les Alpes, quel que soit le côté de la frontière, hein. On vous J'y suis allée accueille avec plaisir. une semaine et demie pour faire un peu de ski, profiter des dernières neiges, ça donne envie d'y retourner. Voilà, je vous ai trouvés tous très fort sympathiques. Bienvenue, Thaïs. Moi, Thaïs, j'aurais une question pour toi. Du coup, on parlait tout à l'heure d'accompagner les femmes avec le milieu associatif. Sur la Savoie, on n'a pas d'association. Est-ce que du coup, on peut diriger les femmes sur le comité des familles?
Oui, alors il y a beaucoup de femmes qui appellent le comité des familles, qui ne sont pas forcément en région parisienne, mais qui, il y a d'ailleurs, moi, la première, j'ai entendu parler du comité des familles en écoutant l'émission de radio et c'était Oui. une émission de radio qui parlait d'allaitement et c'est là où je me suis dit: «Ah tiens, c'est des choses qui sont possibles», alors que ça ne m'était même pas venu Oui. à l'esprit toute seule. Dans ma tête, évidemment, ça n'allait pas être possible et du coup, bah, on n'est pas forcément besoin d'être à Paris pour les contacter et OK, et même, Eva qui est la directrice, elle-même n'habite pas à Paris. Elle est en Bretagne. d'accord. OK. Bon, je prendrai vos flyers alors. Il y a oui, il y a un site internet, c'est Oui, comité oui, des que je familles, connais. Mmh. il y a plein de trucs. Comité des familles.net, voilà, c'est ça, .net. Mmh. Et un témoignage qui dit qu'on a commencé en France voisine, donc 2 patientes au châle. Donc, donc vite les recos. Il est 20h26. On s'était donné jusqu'à 20h30. Est-ce qu'il y a encore des 2 dans le chair? Et bien voilà, c'est parfait. Y a-t-il d'autres échanges? Il semble que non. Donc, nous reste, au nom du Corévier, à vous remercier vraiment tous de tous ces échanges. Merci Émilie, merci Pierre-Alex, merci Thaïs, merci Sarah pour vos interventions. Merci à tous les intervenants, intervenantes qui ont apporté, qui ont permis en tout cas d'élargir les interventions avec vos questionnements, avec vos, comment dire, vos précisions. Moi, je retiens effectivement que l'accompagnement est hyper important. Il est nécessaire aussi bien auprès des femmes, mais aussi des équipes. Je retiens de tout ce qu'on s'est dit que la nécessaire aussi participation des personnes aux décisions qui les concernent. Et puis, je retiens que l'évolution des recommandations, elle est juste évidente, naturelle et encore une fois, on les attend et incessantes. Voilà, merci beaucoup encore une fois. Et puis, s'il y a un mot de la fin, Émilie, peut-être, Pierre-Alex, de nos intervenantes, Thaïs ou Sarah. Non, juste au-delà de la cohorte qui va se mettre en place en France, je pense que c'est important qu'on le fasse de façon transfrontalière, peut-être au niveau européen, et du coup la Suisse aussi, parce que la Suisse, elle a déjà du monde. Voilà, avec plaisir. Merci beaucoup pour l'invitation. C'est chaque fois un plaisir de discuter. Puis j'ai beaucoup apprécié le témoignage de Thaïs, parce que c'est vrai d'avoir un petit peu ce vécu, puis de voir un tout petit peu le fait de voir des mamans chez qui c'est pas du tout un problème d'en discuter. Je prends la mesure en fait de toute la stigmatisation qu'il y a derrière. Puis je pense que c'est aussi ça qui est important, c'est vraiment de pouvoir mettre les mamans dans une situation voilà, de normalité par rapport à leur diagnostic. Et si je voulais juste terminer quelque chose, c'est vous dire que pour les recommandations françaises, nous avons interviewé les Suisses, bien évidemment, 2 fois, 2 équipes, Lausanne et Genève, je crois, et nous Ouais, j'ai avons beaucoup participé. appris. Et voilà, exactement. Voilà. Et comme le souligne Anne, notre coordinatrice du Corévi, eh ben, nous allons donc prévoir des temps d'infos une fois que les recos seront publiés. Voilà, comme ça, on en aura tous une bonne connaissance. Merci infiniment. Bonne soirée à tout le monde et puis à une prochaine donc, puisqu'on on prévoira un temps d'info ultérieur. Merci beaucoup. Merci, au revoir.
Au revoir, bonne Sarah, à soirée. bientôt. À bientôt. Au revoir. Au revoir.